peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le monde s'est réveillé ce matin avec cette reprise des hostilités. Parce que bien avant la guerre de 12 jours, pour moi, on est juste dans une sorte d'accalmie. C'était sans surprise. Toute analyste pouvait voir ça venir. On s'attendait à ça, mais quand est-ce que ça allait arriver? Seulement, nous voyons que les mondes, les gens, en tout cas la toile, les pro-Iran, c'est-à-dire ceux qui se voient dans les carcans du monde, c'est-à-dire des opprimés, les sites globaux, ceux qui ont longtemps subi esclavage, colonisation, néocolonialisme, ceux qui ont tout subi et qui continuent de subir encore, se rangent derrière l'Iran. De l'autre côté, les amis des agresseurs, des bourreaux aussi, ont choisi leur camp. Mais dans tout ça, c'est la position des Africains souvent qui fait pitié. Je vois certains Africains choisissent les camps américains parce que selon eux, les Américains, c'est le monde occidental, donc Emmanuel Macron est du bloc occidental de l'OTAN, donc Emmanuel Macron, donc Ouattara aussi est de l'OTAN. Mais vous n'avez rien compris. Hein? Mais Ouattara est leur victime. Vous pensez que si ça ne tenait qu'à le monsieur Alassane Draman Ouattara, il va se courber devant Emmanuel Macron? Non, mais il est pris en otage. Les pays africains sont pris en otage. Donc, il y a ceux qui refusent de continuer d'être pris en otage, ceux qui sont en train d'estimer les révoltes, et il y a ceux qui peut-être ont autre stratégie pour s'en sortir. Mais aucun peuple au monde ne devait être colonisé. Parce que quand vous soutenez un dirigeant, souvent, il faut être intelligent. Pour moi, il n'est pas question de dire, bon, on soutient ça. Il faut être vraiment un peu, par rapport à la position de l'Afrique, il faut être vraiment très objectif. Qu'est-ce que l'Afrique veut? Des deux, là. Quel est le côté qui ressemble beaucoup plus à l'Afrique? J'ai entendu aussi certains, bon, je les comprends. Peut-être chacun à son niveau. Ah oui, mais les panafricains ici là, avaient soutenu Donald Trump. Mais attendez, entre le mal et le pire, on choisit quoi? On choisit le mal. Si Biden était resté au pouvoir, vous savez, maintenant on a trouvé le monde en pleine guerre nucléaire, dans une troisième guerre mondiale. Parce que Biden, à son départ, il était déjà, non seulement il avait permis aux mercenaires de l'OTAN, déguisés en troupes des Zelensky ukrainiennes, de mettre pied en territoire russe, principalement au niveau de Kursk. Trump, pour moi, il ne va pas accepter ça. La Russie, c'est la première puissance nucléaire du monde, devant les États-Unis. Si Biden, qui avait déjà autorisé des frappes avec des missiles à profondeur du territoire russe, au moins c'est une chose que Donald Trump, pour le moment, il a presque refusé. Et ces frappes-là, qu'est-ce que Poutine avait dit? Attention, nous savons que les Ukrainiens n'ont pas la capacité d'utiliser ces missiles. Donc, ce sont les troupes de l'OTAN là-bas. Or, il parlait déjà de co-belligérants. Donc, c'était directement l'embrasement, une guerre nucléaire. Trump a retardé ça au moins. Il se retrouve du côté de l'Iran. Vous avez l'homme qui semble là, leur ADN là, c'est la guerre. Vous n'aurez aucun président américain au monde qui va vous dire qu'il n'est pas pour faire la guerre. En tout cas, pour le moment, ce président n'est pas vêtu. Tant qu'ils sont la superpuissance de ce monde, ils vont continuer à faire des guerres. Ils vont prendre Maduro, ceci. Capturer un président, ça n'a pas commencé maintenant. Si Biden ou bien Kamala Harris étaient restés, c'était l'affrontement, confrontation directe avec la Russie. On y était presque. Ça a été évité de justesse. Trump, lui, choisit, il a évité d'affronter directement la Russie. Mais il va affronter l'Iran, donc affronter indirectement la Russie et la Chine. À ce stade, on ne peut que donner d'abord des informations et parler des objectifs. Les objectifs des États-Unis et alliés qui attaquent, c'est clair, c'est renverser les pouvoirs en place. Et pour cela, leur plan, c'est en 3 étapes. Attaquer d'abord les pouvoirs, l'appareil même. Ensuite, appeler maintenant les manifestants à descendre dans la rue, soutenir les côtés américains, appeler les Iraniens à soutenir l'opération américaine. Et derrière, encourager. Il a même lancé un appel à l'armée de faire un coup d'État à prendre le pouvoir. Mais ça va se passer comme les plans américano-israéliens. Ça va se passer comme ça. C'est un autre débat. Bon, pour le moment, on constate parce que peut-être il y a des manifestations de gauche à droite, de part et d'autre. Mais est-ce les alliés américains de la région veulent réellement du renversement du régime en place en Iran? Parce qu'il faudrait voir les conséquences. Si l'Iran, c'est pouvoir aussi ouvert comme lever les impérialistes, est-ce que ce vent ne va pas atteindre les pays tout autour? Aujourd'hui, renverser l'Iran veut dire quoi? C'est avoir un pouvoir pour Benjamin Netanyahou en place. Ça veut dire être à la frontière pakistanaise, être à la frontière turque, savoir, oui, des militaires américains et des Israéliens à la frontière avec le Pakistan qui est une puissance nucléaire, à la frontière avec la Turquie, qui étant même membre de l'OTAN, même s'il collabore avec eux, a des dents aussi contre eux, et ça va se passer comme ça. Et c'est les puissances tout autour. J'avais vu, ils avaient précipité, provoqué un conflit entre le Pakistan et l'Afghanistan pour les détourner de cette opération qui allait commencer. Est-ce les autorités du Pakistan ont fait exprès et on prépare à ça parce que les autorités du Pakistan sont mis à décapiter la tête, voilà, la gouvernance des Afghans. Or, nous souvenons, les Afghans avaient dit qu'en cas de guerre américano-iranienne, c'est-à-dire entre les États-Unis et puis l'Iran, qu'ils vont soutenir les Iraniens. Est-ce les Afghans, leur chaîne de commandement a été décapitée pour
empêcher cela. Et c'est le Pakistan a joué à ce jeu. Pourtant, c'est même Pakistan qui n'a pas intérêt à voir Netanyahou à ses frontières. Peuple d'Afrique, nous savons quand même pour le moment, il y a des dégâts de part et d'autre. Chacun essaie de commettre le maximum de dégâts, puisqu'il y avait d'abord opération de dissuasion, il y a eu exercice militaire de part et d'autre, il y a eu déploiement des porte-avions militaires, vouloir peut-être faire reculer les Iraniens qui avaient riposté avec des exercices avec certains de leurs alliés, la Russie, la Chine, même un exercice à tir avec des tirs à balles réelles, munitions réelles, simulant une fermeture partielle des détroits d'Ormuz, que nous voyons, ils sont en train de vouloir mettre ça en œuvre, mais nous savons que les pays de l'OTAN aussi engagés dans ces conflits, notamment les États-Unis et autres, sont en train de cibler la marine iranienne pour essayer d'empêcher cette marine de bloquer les détroits d'Ormuz. Parce que bloquer les détroits d'Ormuz, les prix vont s'envoler tout de suite, un peu partout dans le monde, parce que c'est plus de 20% du pétrole mondial qui transite par là-bas. Ils ont peur de ça. Maintenant, les pays du Golfe touchés, ce sont ces pays qui produisent généralement ces pétroles qui transitent par ce détroit d'Ormuz. Et ces pays, à défaut de boucler les détroits d'Ormuz, si ces pays sont touchés à ce niveau, ça ne va pas poser problème. De l'autre côté, et s'il y a des gens qui s'attendent à une implication directe de la Russie et de la Chine, ça va me surprendre, mais ça ne sera pas le cas. Mais je pense que la Chine est très consciente qu'après avoir perdu le pétrole vénézuélien, perdre le pétrole de l'Iran, ça risque d'être la chute de l'économie chinoise. Donc maintenir les États-Unis comme première puissance mondiale. Parce que le Venezuela, c'est la première réserve mondiale de pétrole. De l'autre côté, l'Iran, c'est la troisième réserve mondiale de pétrole. J'ai vu quelqu'un dire, ah, les États-Unis, première réserve. Non, faites attention. Pays, ne confondez pas réserve mondiale, réserve de pétrole et puis production de pétrole. Les États-Unis produisent beaucoup de pétrole, mais dans leur sous-sol, ils n'en ont pas assez. Or, le Venezuela a dans son sous-sol le plus de pétrole que n'importe quel pays au monde. Derrière le Venezuela, vous avez l'Arabie Saoudite, ensuite l'Iran. Donc, en intervalle de 6 mois, perdre et le pétrole du Venezuela et le pétrole de l'Iran, mais la Chine serait en difficulté, très en difficulté. Et quand j'ai vu l'appel des Iraniens appelés à évacuer la ville de Téhéran, qui est une ville autour de 10 millions d'habitants, qui a donné des renseignements, qui sait quoi sur la planification de quoi contre la capitale iranienne. D'emblée, on comprend que l'Iran est en train de se préparer pour une longue guerre. J'avais compris parce que quand ils ont commencé par lancer des missiles un peu dépassés d'abord, très peu de précision, même si ce sont des missiles qui ont pu faire quelques essais à mouche, quelque part, quelques dégâts, mais ils ont des missiles très précis encore. Et j'étais surpris d'ailleurs de voir les bijoux, les meilleurs de leurs missiles Fateh être lancés aujourd'hui. C'est missiles hypersoniques qu'on ne peut pas arrêter. Pour moi, c'est des choses qui devaient arriver 3 jours après, 4 jours après, 5. Mais dès les premiers jours, ça montre peut-être qu'ils en ont suffisamment en quantité. Ou bien ils veulent dissuader les camps d'Afaz de ne pas aller beaucoup plus loin. Tout est possible. Maintenant, qui va gagner, c'est très tôt. C'est très tôt, ça dépend de qui a suffisamment de munitions. Qui peut tenir sur la durée. C'est cela la question. Maintenant, je pense que la clé de cette histoire, c'est entre les mains du président Poutine. C'est Poutine qui détient les clés. Parce que s'il décide d'intensifier les fronts en Ukraine, qui consomme beaucoup de munitions des pays de l'OTAN, les États-Unis ne pourront pas tenir sur les deux fronts quand même, à un rythme élevé. Or, les Iraniens produisent suffisamment de munitions. Les Iraniens peuvent les tenir à ce niveau, mais si les Russes décident d'épuiser, or prendre le contrôle de l'Ukraine, c'est les pays européens là, ça risque de chauffer. Parce que ça montre que les Russes se rapprochent encore beaucoup plus. Et quels seraient peut-être les prochains pays? Non seulement s'ils perdent en Ukraine, la Russie aura les moyens, c'est moi, d'économiser ses munitions, aider les Iraniens avec, et même aider, parce que la Russie dispose des sous-marins qui peuvent naviguer jusqu'au niveau des côtes iraniennes. Donc, aider aussi les pays africains pour les libérer totalement de la jeune française. Tout ça, c'est possible. J'avais entendu Donald Trump, juste 24 heures avant le début des opérations, dire qu'ils vont lever tout de suite toutes les sanctions contre les Russes. Est-ce qu'il veut juste gagner du temps pour tenir les Russes à distance, dissuader ou en tout cas manipuler essayer de se montrer beaucoup plus intelligent pour que les Russes n'accélèrent pas leur offensive du côté de l'Ukraine. Donc, essayer de geler les fonds ukrainiens. Est-ce que Trump veut geler les fonds comme on va dire, les fonds ukrainiens en échange de lever des sanctions? Est-ce que la Russie devrait accepter ça? Est-ce que la Russie n'est pas le leader militaire de ce qu'on appelle le Sud global quand la Chine en est le leader, comment dire, je parle de l'État chinois, pas la Chine, l'État chinois. Quand la Chine est leader du Sud global au niveau économique, au niveau technologique, hein? Donc la Russie a intérêt. Je ne pense pas beaucoup. Profitant de ce qui se passe en Iran, la Russie peut finir avec le conflit en Ukraine et même finir
avec l'embargo imposé au Cuba et même permettre aux Vénézuéliens de reprendre la main parce que ça serait difficile pour Donald Trump de se défendre sur plusieurs fois à la fois. Or, dans tous ces pays-là, c'est déjà des armées qui sont sur place, qui ont juste besoin d'un coup de main. Les jours à venir, c'est très tôt. Nous sommes au début des opérations. On reste, on assiste, on regarde, on reste concentré. Il faut éviter de prendre très tôt parti de façon subjective. Non, on reste objectif. C'est la guerre. Dans une guerre, tout est possible. Hein. Les choses peuvent aller aussi rapidement, très très rapidement. Donc on reste concentré, on regarde et puis on observe. Merci beaucoup pour l'Afrique et à très bientôt.